bonjour à tous. Donc aujourd'hui, enfin cet après-midi, on a un atelier qui est plutôt riche puisqu'on a 5 interventions. On a eu des ateliers avec 4 interventions, des ateliers à 3 interventions, donc à 5. On va devoir réduire un petit peu le temps des échanges. Mais voilà, donc 120 minutes, on a 24 minutes par intervention. Donc si vous pouvez ne pas déborder sur les 20 minutes, restez plutôt entre 15 et 20 pour qu'on réserve quand même un petit temps d'échange. D'accord? Alors, notre atelier aujourd'hui s'appelle Enseigner dans l'enseignement supérieur. On a essayé de regrouper différents intervenants qui interviennent sur les universités. On a Leïla à l'endroit, qui n'est pas très à l'aise. Elle est doctorante chez ICAR, mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Elle ne travaille pas sur l'université, mais elle travaille sur les étudiants qui sont donc inscrits à l'université et qui partent en mobilité de stage, en sachant que à La Réunion, beaucoup d'étudiants sont obligés parfois de partir en stage dans l'Hexagone ou à l'étranger. Ensuite, on aura la présentation de l'université. Je me trompe. Alors, il y a plusieurs universités. L'université de Laval, l'université de Québec, la directrice générale du réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons 4 personnes qui ont préparé l'intervention et 2 personnes qui sont avec nous, Sophie Brière et Alain Stockless. Ensuite, on aura Astrid Tirel, qui sera en visio, qui travaille sur la création d'outils appropriés à la pluralité des profils étudiants dans l'enseignement universitaire en contexte francophone. Ensuite, on aura une capsule vidéo de Madame César Léral, qui est de l'Université de la Polynésie française, avec qui on pourra échanger, qui travaille, elle, sur un enseignement marginal, point d'interrogation, le latin en contexte plurilingue polynésien. Vous voyez qu'on va avoir plein de choses intéressantes cet après-midi. Et on termine également aussi sur une autre visio avec l'Université des Antilles, avec Stécie Otterville, Elisabeth Audacre, Priscilla Ramsamy et Antoine Delcroix, qui vont nous présenter un projet, le projet Respire, qui questionne, nous avons un hélicoptère qui passe au-dessus de nous, un projet qui questionne la résilience des formations universitaires à la suite du choc provoqué par la Covid-19. Merci Christine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Leïla Landroit, donc doctorante au laboratoire ICAR sous la direction de Liliane Pelletier, qui est à l'université de Lyon 2. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma communication qui s'intitule « À l'épreuve du changement, évolution des représentations du métier par l'expérience de professionnalisation des étudiants en mobilité de stage ». Je tiens aussi à préciser que je travaille essentiellement sur des questions d'interculturalité et pas tout à fait des questions autour de la professionnalisation, donc veuillez m'excuser si ça ne rentre pas dans ce que vous attendez spécifiquement aujourd'hui. Donc, comme vous le savez très certainement, donc dans le domaine de la formation professionnelle, l'un des enjeux majeurs est d'articuler les activités pédagogiques et l'action sur le terrain, donc l'activité professionnelle réelle. Et c'est en ce sens que le terrain de stage représente un espace privilégié où les étudiants peuvent notamment comprendre, mais aussi ils peuvent développer des compétences qu'ils vont pouvoir remettre à jour dans leur pratique professionnelle plus tard. Et on va précisément aujourd'hui parler des étudiants en travail social, donc qui partent en mobilité de stage en Europe et au Canada.
Donc, dans un monde qui est en pleine mondialisation, cet enjeu va prendre une nouvelle dimension, puisqu'il s'agit désormais, pour les travailleurs sociaux, de pouvoir s'adapter à la réalité du terrain, étant donné qu'il y a de plus en plus, je dirais, de contextes culturels diversifiés. On leur demande d'effectuer un stage à l'étranger. Et pour reprendre les termes de Mercure et Hall, ces expériences de mobilité visent de plus à favoriser une meilleure compréhension de la population immigrée, mais aussi le développement de la sensibilité interculturelle par l'adoption d'attitudes d'ouverture, de tolérance et de respect. Donc c'est dans ce contexte-là que la mobilité internationale s'impose aujourd'hui comme étant un enjeu central dans le parcours de formation. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ces étudiants qui sont à l'Institut régional des travailleurs sociaux de La Réunion, donc l'IRTS, qui sont partis dans le cadre d'un stage de 3 mois au Québec et en Belgique. Et donc, les stages de professionnalisation, ils sont essentiels à la validation du diplôme, donc ils sont obligatoires. Et souvent, les étudiants, ils partent avec des attentes et des représentations du métier, et ces représentations, elles sont parfois construites par le biais des formations, du socle de connaissances qu'on l'on apporte aux étudiants. Et dans le contexte international, ces représentations, elles sont parfois mises à rude épreuve, puisqu'il y a un écart entre ce qui a été imaginé, donc entre l'imaginaire du métier et la réalité du terrain en France, et le terrain lorsque l'on est en Belgique ou au Québec, qui se retrouve dans un contexte culturel différent, et parfois la culture professionnelle elle-même est différente de ce qu'ils connaissent en France. Donc c'est ce qui nous amène à nous questionner notamment sur la manière dont ils perçoivent ces pratiques professionnelles à l'étranger, donc comment est-ce qu'ils vont s'adapter à ces différences. Donc ce questionnement soulève différentes discordances dans notre problématique, puisqu'il y a un écart entre la réalité du stage et les difficultés que les étudiants rencontrent à mobiliser justement ces savoirs disciplinaires que l'école leur transmet. Et tout ça, ça se passe dans un cadre qui est complètement éloigné de leur cadre de référence habituel. Donc les étudiants, en fait, quand ils sont en mobilité de stage, ils se retrouvent dans une forme de liminalité. Donc la liminalité représente cette marge dont on parle dans ce colloque. Donc en fait, ils sont plus tout à fait étudiants puisqu'ils ne sont plus dans leur école, mais ils sont pas non plus des professionnels de terrain. Donc il faut pour eux arriver à s'adapter et à s'habituer au contexte dans lequel ils vont s'insérer. Et donc ils peuvent parfois avoir cette impression de flotter entre deux mondes, entre deux espaces différents. Et donc en franchissant le seuil du stage, l'étudiant en mobilité se retrouve dans cette situation où il doit essayer d'appliquer ce qu'il a appris par le biais du socle de connaissances qu'on lui a transmis, mais en même temps, il doit répondre aux attentes du terrain qui, parfois, sont complètement éloignées de ce qui a été demandé par la formation. Et donc, pour répondre à notre questionnement, nous nous arrêtons principalement sur des concepts qui sont à la croisée de la psychologie sociale et de l'anthropologie. Donc nous convoquons les concepts des représentations sociales, le rite de passage ainsi que le concept d'adaptation. Donc les représentations en psychologie sociale sont des perceptions qui sont partagées par un groupe de personnes. Donc elles reflètent la manière dont le groupe définit et comprend un objet et crée une version partagée. Donc pour reprendre les termes d'Abric, la représentation est un ensemble organisé d'opinions, de croyances et d'informations se référant à un objet ou une situation. Elle est déterminée à la fois par le sujet lui-même, par le système social et idéologique dans lequel il est inséré et par la nature des liens que le sujet entretient avec ce système social.
Donc les représentations sociales vont jouer un rôle fondamental dans la manière dont les étudiants en travail social perçoivent et interprètent leur métier en contexte de mobilité internationale. Et elles sont confrontées, ces représentations sont confrontées à la réalité du terrain qui parfois les remettent en question. Donc l'étudiant va devoir réajuster sa pratique à mesure qu'il va se familiariser à la culture professionnelle de son pays d'accueil. Et ce processus de transformation dans les représentations à une adaptation à un nouvel environnement s'apparente au rite de passage. Donc le rite de passage, décrit par Van Gennep en 3 étapes, concerne notamment le rite de séparation. Donc c'est le moment où l'individu quitte son statut social pour intégrer un nouvel environnement. Donc, dans le cadre des étudiants, il s'agit de s'éloigner de l'environnement académique, mais également culturel auquel ils sont habitués. Et puis vient le rite de marge, donc qu'on appelle aussi liminalité. Donc, c'est cet espace d'entre-deux. Donc, c'est ces 2 mondes dans lesquels l'étudiant a un peu cette impression de flotter. Donc c'est aussi à ce niveau-là que l'étudiant va reconstruire son identité professionnelle. Enfin arrive le rite d'agrégation, donc c'est le retour sur son lieu à l'école, et puis dans son contexte culturel habituel. Et au moment du retour, l'étudiant arrive avec une identité qui a été transformée par son vécu pendant son expérience de terrain. Et donc, ce processus va s'accompagner par différents questionnements, des remises en question, qui peuvent parfois conduire à des difficultés pour mobiliser ses connaissances. Et parfois, il peut arriver que l'étudiant fera le choix de ne pas s'adapter, donc il va rentrer dans une forme de repli. Et pour d'autres étudiants, l'adaptation se fera plus facilement. C'est ce qu'on va voir dans quelques verbatims, en adoptant parfois des expressions. Donc, l'adaptation est un concept polysémique, mais on va s'arrêter au concept de Shankland en psychologie, donc qui décrit ce concept comme étant un processus par lequel le comportement humain répond à des exigences internes, donc c'est-à-dire à des besoins personnels, et le comportement humain va aussi devoir répondre à des exigences qui lui sont externes, notamment les attentes et les contraintes sociales, donc pour l'étudiant, son lieu de stage. Et parfois, justement, ces exigences, elles entrent en conflit, et cela se traduit par des contradictions entre les objectifs qui sont demandés par le centre de formation et les objectifs que le lieu de stage demande aux étudiants de mettre en place sur le terrain. Donc il s'agit pour nous de comprendre comment est-ce que l'étudiant va naviguer entre ces tensions. Donc pour analyser ces dynamiques, nous nous sommes appuyés sur un cadre méthodologique qui repose sur des récits de vie. On n'en a gardé que 8, mais en tout, dans la thèse, on en a 18. Mais qui ne concerne pas ces questions de déstabilisation professionnelle dans le cadre de la thèse. Donc, ces 8 étudiants de l'IRTS sont âgés entre 19 et 41 ans. Donc, parmi eux, 3 ont déjà fait l'expérience de voyage dans le cadre des études, donc soit par le biais d'un stage, soit en ayant effectué des études en métropole, enfin France hexagonale. Et puis 2 autres ont déjà voyagé que dans le cadre familial. Et puis, les 3 derniers étudiants n'ont jamais fait l'expérience de voyage. Donc, il faut savoir que, en contexte réunionnais, la mobilité n'a pas le même impact quand on est en Europe, par exemple. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui ici, sauf si vous avez des questions, mais ça n'a pas les mêmes enjeux. Et pour ces étudiants qui n'ont pas fait cette expérience de voyage, ça peut être très éprouvant.
Donc, les entretiens ont été codés et analysés en suivant l'analyse thématique. Donc, on a identifié trois principales thématiques, donc notamment les décalages entre les missions réalisées et les objectifs académiques, l'ajustement des pratiques professionnelles face à la diversité des contextes d'intervention, les écarts entre... Oh, pardon, désolée. Les écarts entre... alors, où est-ce que j'ai été ? Les écarts entre les attentes personnelles et la réalité du terrain. Et puis, nous allons vous présenter quelques verbatims d'étudiants, notamment où on va pouvoir relever quelques processus d'adaptation dans les pratiques professionnelles différentes. Et ces verbatims vont pouvoir justement illustrer la déstabilisation que les étudiants vivent en contexte culturel différent. Donc, nos résultats montrent que l'adaptation des étudiants à ces nouvelles réalités professionnelles passe par un changement dans les représentations sociales. Donc, ils redéfinissent leur manière d'exercer le travail social en fonction des attentes locales. Au Québec, par exemple, l'étudiant 7 nous explique que les tâches qu'il doit accomplir sont assez éloignées de ce qui correspond directement aux compétences qu'il doit développer normalement en tant qu'assistant social. Il fait notamment des tâches comme défaire le lit. Donc il le dit, mes tâches quotidiennes, ça va être de faire le lit, de servir à manger, de faire la vaisselle, ce genre de choses dont je n'ai pas vraiment l'habitude et qui ne sont pas à la base dans le métier d'AS, mais du coup ça permet d'être vraiment en proximité avec les femmes qu'on accompagne et qu'elles s'habituent à notre présence. Donc finalement, le fait de devoir effectuer ces tâches-là vont lui permettre d'établir une certaine proximité et de reconsidérer sa manière d'accompagner ses bénéficiaires. Donc, ce qui au départ a été vécu comme un décalage entre la formation académique et la pratique sur le terrain devient une opportunité d'apprendre à travers l'immersion dans les réalités du contexte d'accueil. Et donc la sphère privée devient un point central pour mieux orienter son accompagnement par le biais des discussions qui se font. Donc, le processus d'adaptation dépasse aussi les actions à mener pendant le stage, puisqu'il inclut plusieurs aspects un peu plus larges, je dirais. Donc, les rites de passage, par exemple, assurent un changement d'état en facilitant cette intégration. Donc, pour l'étudiant, ça va passer notamment par l'adoption d'expressions locales, dont un étudiant décrit avoir l'oreille plus québécoise. On peut également citer l'étudiant 3 qui dira « Les 90, moi, je n'utilise pas. Les 90, mais je veux dire, mais avec certaines personnes, je sais qu'elles comprennent ça, donc je vais utiliser ça. » Donc, les étudiants vont souligner cette importance de s'adapter à la langue afin de mieux se faire comprendre. Donc, la mobilité de stage peut finalement entraîner des transformations aussi dans les représentations professionnelles lorsqu'on a des attentes qui s'éloignent de ce qui a été pensé et qu'elles ne se concrétisent pas sur le terrain. Donc, ce décalage entre théorie et pratique peut remettre en question ce stage. Et nous avons notamment le verbatim de l'étudiant 5 qui explique qu'il avait idéalisé son stage et que finalement ça a un impact aussi sur sa vision du professionnel en travail social. Et donc, pour reprendre les termes de Vincent Gesselin et Ravalet, le discours et les échanges langagiers façonnent nos représentations et nos attentes, ce qui influence finalement nos actions. Donc, je dirais pour conclure sur ces premiers résultats, l'étude tente à indiquer que l'immersion dans un nouveau contexte professionnel conduit les étudiants à reconsidérer leur conception du métier, à redéfinir leurs pratiques et à ajuster leurs attentes, mais également les tensions entre attentes académiques et réalité du terrain soulignent une importance d'adaptation en continu, tant sur le plan professionnel que personnel. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis maintenant à votre écoute. Des questions ? Oui.
Merci Leïla pour cette très intéressante présentation. Moi j'aurais des questions sur... alors je ne sais pas si tu as les réponses là, mais je pense que c'est intéressant d'y penser peut-être. Est-ce que dans la formation à l'IRTS, est-ce que tu es au courant est-ce qu'il y a un module éventuellement de prise en compte des théories du multiculturalisme par exemple? Ça c'est ma première question. Ou alors est-ce qu'ils partent vraiment vierges de tout apport théorique ou autre sur ça? Ensuite, est-ce que tu penses que les étudiants réunionnais sont mieux armés peut-être que les étudiants qui partiraient de France hexagonale, pardon, du fait du caractère plurilingue et pluriculturel de la société réunionnaise? Est-ce que ça leur offre une ouverture d'esprit, enfin, pour aller vite, hein, plus grand? Et dernière question. Au retour, on peut constater les effets du stage sur leur prise en compte de cette réalité plurielle réunionnaise, notamment à travers, par exemple, le travail qu'ils vont pouvoir produire avec les populations mahoraises ou d'autres populations, etc. Donc, est-ce qu'il y a des effets observés du stage même, sur leur posture, en fait, plurilingue ou pluriculturelle à leur retour? Voilà. Merci Hervé pour ces questions. Donc, concernant ta première question, ils ont des cours sur l'interculturalité avec Monsieur Alaoui, mais ils ne sont pas forcément armés. Ce sont simplement des cours théoriques, tu sais, sur les concepts. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de cours sur la différence des pratiques professionnelles entre ce qui se fait ici, en France, ou au Québec ou en Belgique, et pourtant ce sont des terrains où ils ont l'habitude de se rendre parce qu'ils ont des partenariats, mais l'IRTS, il faut savoir qu'ils ont plusieurs partenariats avec plusieurs pays. Ils ont des partenariats notamment avec l'île Maurice, ils ont un nouveau partenariat avec la Roumanie, donc ils ne connaissent pas forcément la réalité du terrain, ils sont un peu lâchés. Après, en ce qui concerne le fait d'être de La Réunion et d'avoir ce multiculturalisme ne fait pas qu'ils sont plus armés, parce que justement, ils vont faire le choix d'aller vers des destinations où la langue est forcément le français, en se disant « Ah, mais on parle français, donc forcément, on va s'adapter ». Sauf que parler la même langue ne veut pas dire qu'on va s'adapter, puisqu'on n'a pas la même culture. Et c'est là que ça pose problème, parce qu'ils s'imaginent que par le biais de la langue, ils ont déjà une ouverture et que finalement, ils se rendent compte qu'il y a plein d'expressions qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont besoin de ce temps d'adaptation pour essayer de comprendre ce qui leur est dit, ce qui leur est demandé. Et même au niveau des bénéficiaires, ils ont beaucoup de mal, sachant que aussi ceux qui sont en Belgique, en plus d'être en Belgique et d'avoir les expressions belges, ils ont aussi dans leur lieu de stage, ils rencontrent des personnes migrantes. Donc, ils ont énormément de personnes qui viennent des pays arabophones. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et finalement, je ne pense pas qu'ils soient plus armés. Au contraire. Après... en ce qui concerne ta dernière question, l'IRTS ne prend pas, alors si j'ai bien compris la question, l'IRTS ne prend pas en compte, ils prennent pas en compte ce qui a été fait dans le cadre d'un stage à l'international. C'est plus ce qui va primer, c'est plus le fait d'envoyer des étudiants en mobilité, c'est de construire je dirais une nouvelle identité à travers le fait d'avoir été déstabilisé, d'avoir dû chercher à s'adapter, d'avoir mis en place des choses. Donc c'est plus l'enrichissement personnel qui va primer, mais à la fin, on ne va pas prendre en considération tout ce qu'ils ont pu apprendre directement sur leur terrain. Donc c'est dommage. Merci. D'autres questions ? Il n'y en a plus. Si, moi j'en ai une pour toi. Oui. Est-ce que tu as remarqué une différence flagrante entre les étudiants qui ont l'habitude de voyager et ceux qui ont passé toute leur enfance, toute leur scolarité sur l'île et qui s'en vont des fois à des milliers de kilomètres? Est-ce que tu t'es rendu compte de certaines différences ou est-ce qu'il n'y en a aucune?
moi, je constate que les étudiants qui ont pu vivre déjà une première mobilité s'adaptent plus facilement que ceux qui sont jamais partis de la Réunion. Je pense à 3 étudiants notamment qui ont fait des études en métropole, donc qui connaissaient déjà le froid, qui connaissaient déjà cet éloignement. Alors que les étudiants plus jeunes, je peux vous donner une anecdote, il y en a une parmi ces étudiants-là qui a fait appel à sa mère. Donc elle a appelé sa mère pour que sa mère vienne la rejoindre en Belgique parce qu'elle ne s'adaptait pas du tout. Elle pleurait tous les jours, donc je l'appelais, parce que ce sont des étudiants que j'ai suivis dans le cadre de ma thèse pendant les 3 mois. J'ai essayé de garder un contact avec eux, mais j'ai constaté que oui, les étudiants qui s'adaptent plus facilement aussi sont ceux qui sont partis avec soit un proche qui n'est pas très loin qui a pu les rejoindre, ou alors ils avaient déjà voyagé, mais seuls. Parce que voyager avec la famille aussi, j'ai constaté que ça n'aide pas forcément non plus. Très bien, merci.